Salut les roommates, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Wargame Room Night. On va parler des Blood Angels, de ce qu'ils sont devenus en cette fin de V9 et avec le chapter approved Ark of Omen. Et on a un tas de choses à voir avec vous. Merci en tout cas à vous de regarder cette vidéo comme d'habitude. Prenez l'habitude de mettre le petit pouce bleu et de suivre la chaîne. Si ce n'est pas le cas, ça aide énormément. Au passage, un gros big up à mon binôme Cyril qui s'excuse de ne pas être là sur cette émission. Mais comme on traite du Blood Angel aujourd'hui, plutôt que de déplacer l'émission, eh ben, écoutez, je pense que je vais pouvoir gérer ça tout seul, étant donné que c'est une des armées de Warhammer 40 000 que je joue le plus et que je connais à peu près par cœur. Donc, comme d'habitude, ces émissions n'ont pas pour effet d'être la parole de Dieu. C'est uniquement mon avis. Ça ne sera pas systématiquement les bons choix à faire. Moi, je vous parle de ce que j'aime dans ce chapitre. Je vous parle de ce que j'aime jouer, ce que je trouve sympa, ce que je trouve fort. D'autres personnes auront très certainement un autre avis sur la question. C'est bien pour ça qu'on aime aussi Warhammer 40 000. C'est pour pouvoir échanger sur tout l'aspect, que ce soit créatif ou méta du jeu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout à me dire, vous, quelles sont vos préférences, qu'est-ce que j'aurais pu oublier, qu'est-ce qui selon vous est ultra fort et qu'il aurait fallu que je parle aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On enchaîne directement avec la première rubrique, donc intro gameplay. Introduction, les Blood Angels, qu'est-ce que c'est les Blood Angels? C'est un des chapitres les plus anciens de Warhammer 40 000, puisque ils sont là depuis les premiers bouquins, puisque déjà dans les Résidorus on parle de toute l'histoire, enfin de tout ce qui s'est passé pendant les Résidorus. On parle souvent de Sanguinus qui a affronté directement Horus et qui a fini par d'ailleurs mourir. Donc on est sur un chapitre quand même très très emblématique de ce jeu, c'est un vieux comme le monde. Un gros chapitre de vampires qui ont un peu tous pété un plomb suite à la mort de leur primarque. Suite à ça, ils ont des espèces de visions qui vont clairement les déglinguer et les rendre complètement fous. Et certaines de leurs unités vont devenir donc de la Death Company. Là, c'est lorsqu'ils auront atteint le stade maximum en fait de ces visions et ils seront atteints d'un mal qui s'appelle la Rage Noire et on va du coup les mettre dans des unités spéciales, la Death Company qui ont des armures noires et qui vont être envoyés sur le champ de bataille en mode chair à canon parce que c'est les mecs les plus cramés du codex. Si on les envoie, ils vont se battre jusqu'à la mort. Il y en a même qui continuent à se battre avec des membres en moins. Enfin, c'est des grands malades. Et donc, du coup, on envoie eux en première ligne pour mourir parce que de toute façon, ils sont tellement tarés qu'on peut rien en faire. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, la façon de voir du chapitre Blood Angel. Donc, on est sur une bonne charte graphique vampire. Voire un petit peu Arienne, ce que je trouve un peu bizarre. D'ailleurs, des fois, les gens ont quand même des idées cheloues, puisque en fait, toute l'armée est blond. Je trouve ça quand même très bizarre. Mais voilà, on est encore sur un bon gros délire de Games Workshop au niveau du fluff. J'adore cette armée, je la trouve très belle esthétiquement parlant, parce que moi, avant tout, le hobby, je m'y suis mis pour son esthétique des armées. C'est une des premières armées que j'ai voulu faire quand j'étais gamin. J'en avais pas eu l'occasion et quand j'ai repris le hobby il y a maintenant bien 6 ans, j'avais directement commencé par cette armée parce que c'est clairement ce que j'aime le plus. J'adore les personnages. Les personnages nommés sont tous ultra emblématiques. J'adore toutes les unités spécifiques du codex. Enfin, vraiment, c'est vraiment mon chapitre préféré et mon armée préférée. Donc, on va en parler ensemble. Pour ce qui est du gameplay, pour ceux qui voudraient se mettre au Blood Angel et qui ne connaissent pas et qui ont, un peu comme moi au début, comment dire, kiffé l'aspect visuel et qui ne connaissent pas vraiment le gameplay, ce que cette armée peut apporter. Les Blood Angels, c'est une armée de corps à corps. Si vous aimez les armées et qui tirent de loin, ne jouez pas ce chapitre. C'est un chapitre de corps à corps qui est fait clairement pour meuler. Alors encore, dans le dernier épisode consacré au Space Wolf, on a pu quand même constater qu'il y avait une petite appétence pour le tir, notamment avec les longs crocs, etc. Le Blood Angel, il tire pas. Le Blood Angel, il tape. C'est tout ce qu'il fait. Il tape, par contre, il tape très bien et il tape très fort. Donc, si vous aimez les armées d'agression, si vous aimez les armées qui bougent vite, parce qu'on va beaucoup jouer du réacteur dorsal, donc ça va être des armées qui vont être très mobiles, qui vont avoir beaucoup de mouvements et qui vont taper très fort au corps à corps. Donc, si c'est votre gameplay, si vous aimez la brutalité, le Blood Angel va vous plaire.
Moi, c'est un peu aussi pour ça que j'aime cette armée, puisque pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, vous savez que mes gameplays favoris sont souvent liés au corps à corps et à la bonne grosse brutalité pure et dure. Donc le Blood Angel, armée de corps à corps, ultra énervé, très mobile selon les unités qu'on va jouer. Chapitre ultra, je trouve, plaisant à jouer. Je pense même que c'est, mine de rien, on ne va pas jouer énormément de phases, sauf si on joue du psycheur et qu'on veut vraiment mettre du tir dans son armée, mais si ce n'est pas le cas, on va jouer peu de phases. Et du coup, je pense que quand on est un petit peu novice dans le jeu, ça peut nous permettre de ne pas trop nous éparpiller en fait sur le jeu et de vraiment bien apprendre le jeu et surtout l'aspect micro-gestion de l'armée et donc la phase de charge, la phase de corps à corps, le mouvement aussi qui va être très important. Donc je pense que ça peut être particulièrement formateur pour un nouvel arrivant. Donc voilà, en tout cas, je conseille ce chapitre, bien évidemment, c'est mon préféré. Je vais pas vous dire que c'est de la merde et de ne pas le jouer, puisque, en plus, historiquement, dans cette version du jeu, on est en fin de V9. Le Blood Angel a été compliqué en début de version. Récemment, il a eu un gros up, et il était un des codex les plus joués lorsqu'on jouait du Space Marines. Désormais, avec le Chapter Approved Ark of Omen, est-ce que ça sera encore l'armée Space Marines la plus jouée? Je ne pense clairement pas, hein, de ce qu'on voit qui sort avec les Iron Hands et compagnie. Par contre, est-ce que l'armée ne va plus du tout être jouée? J'en suis pas sûr, parce qu'on garde quand même une forte létalité et on a quand même pas mal de choses à faire. Petit rappel, pour ceux qui débarquent dans cette fin de version 9 du jeu, ne prenez pas froid pour vous mettre au jeu, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on est en fin de version que le jeu va devenir totalement différent sur la prochaine. Quand je suis passé de la V8 à la V9 ou de la V7 à la V8, effectivement quelques règles changent, mais le fondement du jeu ne change pas. Une fiche d'unité se lira quasiment tout le temps de la même manière. Les sauvegardes, la manière de jeter ses dés, etc., etc. sont des mécanismes qui ne sont pas prêts de changer. Donc ne vous inquiétez pas et ne vous empêchez pas en tout cas de rentrer dans le hobby juste parce que ça va peut-être changer dans 6 mois. Parce qu'en fait, de quelque part, la méta change tous les 6 mois. Quasiment du tout au tout maintenant. Entre les data slates, les chapter approved et les hausses ou baisses de coûts en points, en fait on se retrouve à jouer à un nouveau jeu tous les 6 mois. Donc ne soyez pas frileux. Si vous avez envie de vous mettre au hobby, à la limite, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de peut-être pas acheter les codex de suite, à la limite. Sauf si vous voulez vraiment de suite, demain, faire des parties et que vous allez faire plein de parties. Bah, votre codex, vous l'aurez quand même rentabilisé, même si dans 6 mois, il sera obsolète. À savoir, les amis, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'une version du jeu sort, généralement, les codex sortent à la chaîne. Donc, c'est-à-dire que peut-être que le codex Blood Angel sortira bien plus tard dans la version. Donc là, on pense que dans 6 mois, le codex va être obsolète, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être que pendant X temps, on va pouvoir utiliser l'ancien codex jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau qui soit réédité. Donc, ne vous freinez pas. Si vous avez envie de commencer cette armée, allez-y, faites-le. Prenez plein d'unités différentes pour être tranquille pour la prochaine version du jeu. Et je vous garantis qu'il n'y aura aucun mauvais investissement que vous ferez. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire pour introduire, enfin pour vous... J'essaye de ne pas utiliser ce terme parce que chaque fois c'est détourné, pour vous parler et pour commencer en tout cas cette petite émission sur le codex Blood Angel. On enchaîne avec les règles liées à ce codex. Quelles sont les règles des Blood Angel? Les règles principales, hein, évidemment je ne vais pas vous faire le tour du codex, vous commencez à avoir l'habitude de la petite émission. Quelles sont les règles qui me plaisent sur les Blood Angel? Leur trait de base leur donne +1 à la charge et +1 pour leur jet de sprint, donc d'advance. C'est très bien, la mobilité on aime, en plus on a des réacteurs, donc on est déjà un plus mobile, et encore plus avec ça, donc ça c'est cool. Et bien évidemment, le truc incontournable du Blood Angel, c'est sa capacité à augmenter la blessure de 1. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir chargé, été chargé, fait une intervention héroïque, donc uniquement au tour où on va faire ça, le tour d'après, le bonus ne sera plus valable, mais par contre au tour où on aura effectué ces actions-là, on va pouvoir avoir un +1 à la blessure. Ça débloque un énorme éventail de paliers. On va avoir beaucoup d'armes qui vont du coup blesser à 2+. Quand on va utiliser du marteau, on va être quasiment constamment en 2+. C'est un super avantage. C'est un super avantage parce qu'en plus, on a quand même quelques armées qui nous empêcheraient de relancer les blessures, etc. Donc avoir un +1 à la blessure, c'est très très bien parce que du coup, c'est un sacré gros buff. Ça nous permet de blesser plus facilement nos cibles. Et quand on voit un petit peu l'armement du Blood Angel, qui fait quand même assez mal,
et ben on se rend compte que ce petit plus 1 à la blesse est vraiment pas déconnant du tout, surtout sur en plus les armes à faible force. Parce qu'en fait, même avec une arme de force 4, par exemple, comme l'épée tronçonneuse, ce genre de choses, et ben on va se retrouver, même contre quelqu'un en du 4, on va quand même se retrouver à le blesser à 3+, ou contre quelqu'un dans du 5 ou supérieur, jusqu'à 8, on va pouvoir les blesser sur du 5+, sur du 4+, pardon. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Surtout quand on voit le nombre de chiers d'attaques que les Blood Angels peuvent faire. En plus de ça, lorsqu'on est en doctrine d'assaut, donc doctrine qui intervient à partir du tour 3, mais on constate que dans le codex Blood Angel, on a une solution pour passer une unité en doctrine d'assaut, et dans le codex Space Marines, on a une autre façon de passer une unité en doctrine d'assaut. Ça veut dire que si on combine ces buffs à chaque tour, on peut arriver tour 1, tour 2 à mettre 2 unités en doctrine d'assaut. La doctrine d'assaut de base, elle donne un -1 à la pénétration d'armure sur les armes de corps à corps et sur les pistolets. Le fait est que le Blood Angel a un effet qui se coule en plus quand il est en doctrine d'assaut, il va avoir plus une attaque. Et là, plus une attaque, on commence sévèrement à parler lorsqu'on voit déjà certaines unités, comme la Death Company, qui ont déjà nativement plus une attaque grâce à leur rage noire. On se rend compte que entre ça, l'assaut percutant, donc l'assaut percutant qui est une règle Space Marines qui dit qu'on a plus une attaque lorsqu'on a chargé, été chargé, fait une intervention héroïque, plus de l'épée tronçonneuse éventuellement qui donne aussi plus une attaque, on se rend compte qu'on peut avoir des bonhommes un peu de base. On va passer par exemple par l'intercesseur d'assaut. L'intercesseur d'assaut vent dans le dos, et c'est quand même une unité qui peut avoir jusqu'à 4 attaques par gars. 2 attaques de base, 5 attaques par personne. C'est-à-dire 2 attaques de base, une parce qu'ils ont chargé, une parce qu'ils ont une épée tronçonneuse et une parce qu'ils ont la doctrine d'assaut. On se retrouve avec des persos, des unités donc super opérationnelles puisque c'est de la troupe, qui va te coûter 17 points et qui en plus de ça va avoir 5 attaques par tête. Un petit 26 attaques avec l'attaque du chef sur une unité de 5. C'est pas déconnant, ça coûte pas cher, on est content. PA -1 qui va passer du coup à -2 avec la bonne doctrine. On est pas mal, on est clairement pas mal. Moi je trouve que c'est Moi les règles spéciales typiques du Blood Angel me plaisent vraiment beaucoup. Pour citer d'autres choses en termes de règles générales à ce codex-là, on a un stratagème qui nous permet avec de la Death Company de faire un mouvement d'avant-bataille. La Death Company à réacteur se déplaçant de 12, on va pouvoir faire un mouvement de jusqu'à 12 avant la bataille. Après avoir su qui aura le tour 1, ça c'est très cool comme règle. Ça nous permet de nous projeter dès le tour 1 dans une unité, clairement, parce qu'après on a encore notre phase de mouvement et notre phase de charge, etc. Donc cette règle, ce stratagème-là est ultra intéressant. Je pense que c'est peut-être le meilleur stratagème Blood Angel. On va avoir aussi une autre capacité donc sur notre prêtre sanguinien qui va nous permettre de passer en doctrine d'assaut sur une unité que l'on va montrer du doigt, qui sera à portée de notre prêtre sanguinien. Et en plus de ça, on pourra combiner avec un stratagème du Codex Space Marines qui nous permet de cibler une unité sur le champ de bataille à nous et de la passer elle aussi en doctrine d'assaut. Ça fait partie des règles générales du Codex qui me plaisent le plus. On a quelques reliques, traits de seigneur de guerre qui sont sympas aussi, comme le fait sur un doyen sanguinien, donc le porte-étendard sanguinien, de rajouter 2 au mouvement des unités à réacteur dorsal. On se retrouve avec des réacteurs dorsaux qui bougent de 14. On est pas mal. Donc ça, c'est une très bonne relique. C'est la colère de Baal, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la colère de Baal. On va avoir ensuite une autre relique qui s'appelle le marteau de Baal, qui est un marteau sans malus pour toucher et qui fait beaucoup plus mal. Relique plutôt sympa aussi. Pour le reste, je vais être un petit peu plus mitigé en termes de traits de seigneur de guerre, etc. Parce que c'est pas non plus une folie furieuse. On va surtout retenir ces deux reliques qui me semblent être les plus sympas à utiliser régulièrement. J'aime vraiment beaucoup et je pense que la colère de Baal est obligatoire en fait. Ce +2 au mouvement est clairement vital pour l'armée. Donc moi j'ai tendance à le jouer systématiquement. Donc j'aurais tendance à le mettre dans chacune de mes listes d'armées. Donc je vous le conseille. Pour ce qui est des règles générales, on a aussi un stratagème qui nous permet d'améliorer notre capacité à toucher lorsqu'on arrive des frappes en profondeur. Le problème des frappes en profondeur, c'est qu'on a quand même une charge à faire. Bon, certes, une charge à 8 puisqu'on a déjà le base le +1. Mais bon, c'est assez... Faut prendre un pari quand même à l'heure actuelle. La frappe en profondeur pour faire de la charge derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus safe. C'est souvent assez hasardeux. Et on peut être... Et si vous avez regardé les rapports de bataille de la chaîne,
on peut être amené à être clairement déçu de nos phases de charge, surtout quand on arrive des frappes en profondeur, donc c'est pas nécessairement quelque chose que j'utiliserai à chaque fois. Maintenant, si on a bien placé notre éventuel chaplain qui donne un plus 2 à la charge, on peut arriver à faire un truc, pourquoi pas, mais je suis moins enthousiasmé en tout cas par ce stratagème. Pour n'en citer qu'un, vraiment le plus fort, moi je parlerai surtout voilà, de celui de la Death Company, et un petit dernier qui me plaît bien, enfin deux petits derniers qui me plaisent bien. Un qui notamment est gratuit lorsqu'on joue Dante, c'est le fait de pouvoir taper avec un de nos personnages avant de mourir. Il est d'autant plus utile, ce stratagème, lorsqu'on joue le Sanguinor combiné à encore un autre stratagème. Le Sanguinor est un personnage nommé du Codex Blood Angel qui permet de faire une frappe en profondeur directement au corps à corps. C'est-à-dire que vous êtes chargé par une unité, bah hop là, vous faites pop votre Sanguinor sur la map. Donc ça c'est gratuit parce que c'est une capacité qu'il a qui lui est propre. Donc ça c'est gratos, vous le faites arriver, il est au corps à corps. Voilà, ça c'est fait. Et si vous voulez par exemple sauver l'unité qui a été chargée, au hasard une unité de sanguinien qui voudrait être impactante et qui voudrait pas se faire raser, qu'est-ce qu'on va faire? On va claquer un premier stratagème qui va obliger son adversaire à taper sur notre personnage, c'est le sacrifice de l'ange il me semble, et on va claquer derrière un autre stratagème qui va nous permettre de taper avant de mourir. Parce que comme ça, notre adversaire, non seulement il pourra pas taper notre unité, il va être obligé de taper notre perso, et en plus de ça, s'il le tue, il va se prendre une grosse tatane derrière. Et ça, bon, le fair play fait que vous devez dire à votre adversaire que vous avez la capacité de faire ça, mais si à un moment, en tout cas, votre adversaire se fait surprendre par ce stratagème-là, cette capacité-là, ça peut vraiment ça peut vraiment l'ennuyer. Donc moi, j'aime beaucoup cette règle-là. En termes de règles générales concernant le Blood Angel, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a bien évidemment plein d'autres stratagèmes que je vous laisserai découvrir dans le codex. Il y a plein de reliques et de traits de seigneur de guerre que vous pouvez utiliser. Une mention spéciale pour un trait de seigneur de guerre que j'aime beaucoup, mais qui lui sort du codex Space Marines. Ce trait de seigneur de guerre, il vous permet sur un personnage de donner le fait d'être super opérationnel, donc d'avoir les objectifs plus facilement, autour de vous en bulle. Et ça, c'est très très bien quand on joue une armée d'élite comme le Blood Angel, où on va rarement jouer beaucoup de troupes. Donc on va peut-être manquer un petit peu de super opérationnel sur l'armée. Et ce trait de seigneur de guerre va nous permettre de pallier à ça. Et moi, j'ai tendance à le mettre sur mon doyen. Mon doyen sanguinien, il fait faire plus 2 au mouvement à tout le monde en réacteur. Et comme on joue quasiment que des réacteurs, c'est comme si toute l'armée avait le buff. Et en plus de ça, autour de lui, il donne la bulle de super opérationnel. Et ça c'est une très bonne combo. C'est une très bonne combo. Voilà un petit peu pour les règles générales. On rentrera un petit peu plus dans le détail quand je parlerai de certaines unités. Et après, on va surtout faire un comparat avec le nouveau... un comparatif. Une évolution, on va dire, du gameplay autour du nouveau Chapter Approved Ark of Omen qui clairement change pas mal la donne. On enchaîne avec tout ce qui touche le nouveau Chapter Approved Ark of Omen. Tout d'abord, le nouveau détachement. Le nouveau détachement Ark of Omen est un détachement qui est obligatoire, c'est-à-dire on ne peut plus jouer une patrouille, un bataillon, un détachement d'avant-garde, etc., etc. On est obligé de jouer le détachement Ark of Omen. On peut bien évidemment jouer avec une patrouille, mais d'alliés, c'est-à-dire on ne pourra pas jouer une patrouille de Space Marines. On pourra jouer éventuellement une patrouille de Votann pour l'Imperium ou une patrouille Imperial Knight, enfin du moins un détachement Imperial Knight. Mais on n'aura plus la possibilité de multiplier les détachements pour profiter de plein de slots différents. Par exemple, les slots d'élite, on avait tendance à le faire en Blood Angel. Mais au final, le détachement Ark of Omen est quand même très permissif, puisqu'il nous permet de choisir, en plus de 1 QG obligatoire, soit 3 troupes obligatoires, soit 3 attaques rapides, soit 3 élites, soit 3 soutiens. Et en plus de ça, on va avoir encore le droit à encore plus de troupes, il me semble 9. Donc au total, si on choisit le slot troupe en principal, on va en avoir 9 de plus, donc on va avoir 12 slots de troupes. Mais par contre, si on veut rajouter encore d'autres slots dans d'autres types d'unités, eh bien on va pouvoir avoir jusqu'à 6 élites, 6 attaques rapides, si on prend à chaque fois la valeur obligatoire d'attaque rapide et d'élite, sinon ça sera que 3. Je sais pas si j'ai été très très clair, mais grosso modo, si vous choisissez le Ark of Omen avec de la troupe, vous allez devoir mettre 3 troupes de base et vous allez pouvoir en rajouter 9. Si vous utilisez le détachement Ark of Omen pour de l'élite, vous allez avoir obligatoirement 3 élites et vous pourrez en rajouter 3. Et pareil pour l'attaque rapide et pareil pour le soutien.
Donc à voir ce que vous allez jouer, mais en Blood Angel, on va très certainement jouer le détachement Arc of Omen Elite, puisque comme ça, on pourra stacker les slots d'élite par 6. Et en plus de ça, les personnages élites maintenant ont un slot dédié à eux. Ça veut dire qu'ils ne prennent plus de slots dans nos élites. On a un slot spécial personnage élite. Ça, c'est très très bien, parce qu'on va très certainement et très souvent jouer le doyen sanguinien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc Arc of Omen, je pense qu'il est clairement bénéfique au Blood Angel. Je vais pas dire le contraire. En plus, on peut jouer 4 QG maintenant dans ce détachement-là. On aura toujours droit à nos 3 attaques rapides. Donc on n'est plus du tout obligé de jouer de la troupe. Je pense qu'on est gagnant en tout cas en termes de détachement. Pour le reste de Arc of Omen, on va constater la perte de pas mal d'objectifs secondaires, qui n'étaient pas non plus les plus joués et les plus obvious, mais qui étaient quand même sympas. On perd la lame de Sanguinus, qui consistait à tuer un personnage avec un personnage au corps à corps, etc., etc., qui nous permettait, mine de rien, de gagner 15 points, si on y arrivait à le faire. Mais il était un peu tricky, celui-là. Par contre, on avait un autre objectif secondaire qui était lié à la Death Company. Celui-ci n'existe plus, et ça, je suis un peu chagrin, parce que ça nous permettait de créer vraiment une liste d'armées autour de la Death Company. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir en jouer autant? Eh bien, je ne sais pas, mais ça va nous permettre d'enchaîner juste après ce que je vais vous dire sur les coups en points qui ont changé. Mais d'abord, le dernier objectif secondaire, le seul qui reste dans le chapter approve, c'est l'assaut percutant des Blood Angels, qui consiste à être plus nombreux dans la zone de déploiement de son adversaire que lui a d'unités dans notre zone de déploiement. Ça, c'est un objectif qu'on prenait systématiquement, et je pense qu'on continuera à le prendre systématiquement. On va très certainement le coupler à des données du champ de bataille, parce que mine de rien, avec nos petites escouades d'assaut, etc., on va faire les données du champ de bataille, ça nous fera 12 points, on arrivera à le faire, 80% du temps. Maintenant, voilà, on va avoir je pense, un bon questionnement sur le 3e objectif secondaire. Si l'armée de notre adversaire est populeuse, on prendra très certainement le pas de prisonnier. S'il y a beaucoup de véhicules, on prendra très certainement le fait de détruire des véhicules, ou beaucoup de personnages, etc. Ou éventuellement tout ce qui touche aux armées de psycheurs, donc abhorrer les sorciers. Mais il va pas être obvious, cet objectif-là. Il va être très dépendant de ce que votre adversaire vous proposera. Sinon, vous serez obligé de taper dans les secondaires génériques et ils vont pas être ouf. Donc, à voir. Et pour la suite de Arc of Omen, c'est-à-dire plutôt le reste des choses qui sont sorties avec Arc of Omen, c'est-à-dire le nouveau coup en point et la Data Slate. Qu'est-ce que la Data Slate change clairement au Blood Angel? Au revoir les sanguiniens en 1+ dans les couverts, qui en plus, qui surtout diminue la PA de 1. Maintenant, on ne diminue plus la PA de 1. Est-ce que ça va complètement tuer l'armée? Je ne pense pas. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on va se rediriger peut-être plus sur entièrement des unités qui sont de base à 2+? Je ne sais pas non plus. Le Terminator, mine de rien, devient intéressant, mais peu mobile. Le Sanguinien est moins tanky qu'avant, mais il est toujours aussi énervé au corps à corps. Donc, est-ce qu'on va moins en jouer? Peut-être. Est-ce qu'on ne va plus en jouer? Je ne pense pas. Donc la Data Slate aura uniquement fait ça au Blood Angel. Je pense que c'est pas les plus gros perdants dans l'histoire. C'est pas les plus gros perdants, parce que mine de rien, du sanguinien, ça a déjà de base une de plus. Il n'y a pas beaucoup d'unités Space Marines qui ont des de plus, à part les Terminators. Donc déjà, on part quand même avec un petit avantage. En plus, l'armée Blood Angel, clairement, quand elle s'expose, c'est qu'elle est mal barrée. Hein, parce que sinon, l'armée Blood Angel se déplace de couvert en couvert. Et logiquement, elle n'est pas vraiment impactée par les tirs, etc. Donc, perdre cette PA -1 qu'on annule, je pense pas que c'est la chose qui va faire le plus mal au codex. Ce qui va faire le plus mal, en fait, au codex, c'est que d'autres sont devenus intrinsèquement beaucoup plus forts. C'est juste ça. Mais je pense que c'est encore viable. Et pour finir, pour l'aspect Arc of Omen et nouvelles règles, les coups en points. Alors là, les coups en points, les gars, moi, c'est simple, j'ai gagné quasi 250 points sur ma liste Blood Angel. Voilà. On avait eu un prémisse des équipements gratos avec les escouades d'assaut qui ne payaient rien. Enfin, pas grand-chose. On se retrouvait avec des escouades d'assaut all-inclusive. On avait 3 pistolets à fusion, des griffes, et c'était gratos. Et bien là, on a encore plus de trucs gratos. Le marteau sur les intercesseurs d'assaut, les épées énergétiques sur la Death Company, les pistolets infernaux sur la Death Company, sur la garde sanguinienne, la Death Company en elle-même qui perd des points, les marteaux qui perdent des points, qui ne sont pas gratuits chez tout le monde. Ils vont être uniquement gratuits sur les Terminators, mais ne vont pas l'être sur la Death Company. La Death Company conserve ses marteaux à 10 points.
Mais heureusement, parce que sinon ça devenait complètement pété. On se retrouvait avec une escouade qui coûte, je crois, 18 points, la figurine, si tout était gratos. Waouh. Par contre, la petite Death Company épée énergétique pistolet à fusion, qui coûtait de base 10 points de plus par figurine, eh ben, c'est gratos. Donc ça, c'est très très bien. Le Terminator, son équipement devient gratos lui aussi. Par contre, je suis moins fan du Termi, surtout en Blood Angel, parce que même s'il a une balise de téléportation, il est moins mobile que le reste de l'armée. Alors certes, il a 3 points de vie. Certes, son équipement est gratuit. Certes, il a une de plus. Il a une sauvegarde invulnérable puisque c'est un Terminator. Mais je suis pas encore sûr que ça sera le truc le plus pété du codex. Je pense que la tankiness, l'endurance, on va dire, de ces figurines-là n'est pas assez énorme pour valoir le coût, enfin la comparaison avec les autres unités du codex. Maintenant, on a énormément de baisse de coûts en points. On gagne beaucoup de points sur notre armée. Les pistolets à fusion étant passés gratos chez tout le monde, ça c'est très très cool. Beaucoup de personnages comme Méphiston et d'autres ont perdu des points. On est quand même pas mal. Je trouve qu'on y a pas mal gagné sur ce chapitre-là. Donc je suis assez content. Parce que moi là, par exemple, sur ma liste tournoi, j'ai la possibilité, grâce aux baisses de coûts en points, de rajouter 2 escouades d'éliminateurs qui, mine de rien, derrière sur les objectifs, avec leurs petits shoots qui peuvent tirer et après se barrer, ça peut nous faire un petit appoint de tir pour peu cher. Et en plus, là, c'est quasi gratos, puisqu'en fait, les points ont baissé de... On les a gagnés, en fait. Donc moi, j'ai tendance à rajouter ça. Et qu'est-ce que je rajoute dans ma liste avec Arc of Omen, déjà sur ma liste tournoi, je sais plus ce que j'avais rajouté. Mais on rajoute quand même pas mal d'unités. Donc je pense que pour la baisse de coûts en points, il n'y a aucun chapitre Space Marines qui va se plaindre, je pense. On a tous perdu des points. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Autre chose sur Arc of Omen, eh bien écoutez, non, je ne pense pas. La principale chose à prendre en compte, c'est voilà, cette diminution de PA de -1 qui a disparu avec l'armure du mépris qui a maintenant disparu. Est-ce que du coup on va aller vers un build complètement orienté garde sanguinien pour vraiment qu'avoir de la 2+ de partout, parce que le reste, mine de rien, en 3+, va ne plus ignorer les PA -1. Je sais pas, est-ce qu'on va aller sur de la Death Company, qui mine de rien, même s'ils ont pas une 2+ de base, eux ils ont un Feel No Pain à 6, qu'on peut passer à 5 avec un stratagème. À voir. Le souci de la Death Company, c'est qu'elle ne peut pas se désengager, elle ne peut pas faire d'action, alors qu'à la limite, la garde sanguinienne a des moments cruciaux où elle pourrait faire ces choses-là. Franchement, à voir. Je pense que les deux sont à tester. Je pense pas qu'on va enterrer le sanguinien. Je pense vraiment pas. Maintenant, voilà, comme je vous le dis régulièrement, je suis pas tournoyeur, je suis pas gros tournoyeur, donc je pourrais pas prédire vraiment ce qui va se passer. Par contre, ce que je peux bien aimer dans une armée de Blood Angel ou n'importe quelle armée de Marines, c'est une petite escouade d'Inceptor avec des plasmas, parce que c'est pas cher. C'est 120 points, il me semble, les 3. Pour 6 des 3 tirs de plasma, je pense que c'est pas déconnant. Donc ça, c'est les principaux changements liés à Arc of Omen dans le cas des Blood Angel. Parce que je vous parle pas des véhicules qui ont baissé en points, parce que de toute façon, Blood Angel, on va rarement jouer. Donc voilà sur ce que je pouvais dire concernant Arc of Omen. Je réfléchis quand même si j'ai pas oublié quelque chose. Bon, le stratagème pour jouer un deuxième commandeur, enfin un deuxième capitaine, je vois pas trop l'intérêt de le jouer. Non, bah écoutez, moi je pense que sur le Arc of Omen, on est pas mal. On arrive au top et au flop de cette émission. Je vais vous présenter les 3 unités que je préfère dans le codex. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas de plus fortes. C'est les unités que je préfère. Et après, on se fera un petit récap de ce que je trouve vraiment très très nul. Et il y a quand même des trucs très très nuls. Je vous rassure, dans tous les codex, il y a des trucs très nuls. Le codex Blood Angel n'y échappe pas non plus. La première unité que je kiffe de ouf dans cette armée, c'est Astorath. J'adore cette figurine. J'ai pas mis Dante parce que Dante est tellement obvious à jouer. Je vais quand même lui faire une petite mention parce que Dante est obligatoire. C'est le commandeur qui vous fait relancer toutes vos touches. Il peut taper avant de mourir puisqu'il peut utiliser le stratagème sacrifice de l'ange, enfin ou du moins le stratagème qui permet de taper avant de mourir, il peut l'utiliser gratuitement. Il a une grosse mobilité, bref. Et il reroll bien évidemment autour de lui les touches de 1. Voilà, c'était la petite mention honorable à Dante, qui est l'unité qu'on va jouer quasi systématiquement, donc il fallait quand même que j'en parle. Mais moi, je préfère Astorath, parce que Astorath, déjà, je trouve que la figue est super belle,
et pourtant c'est du Finecast. Il a des capacités, mine de rien, quand il est dans la bonne doctrine, avec tout ce qui va bien, il commence à faire très très mal. Il peut passer PA-4, il peut passer dégâts 4, si on lui met la bonne petite litanie, puisque c'est un chaplain. Le mec va pouvoir envoyer, je crois, 7 ou 8 pruneaux en 2+, et souvent 2+ derrière. Force, +3, donc force... mais bon, on s'en fout, parce qu'au final, on a le +1 à la blesse. Mais on a une force, je crois, de 7. On va régulièrement faire au moins 2+, 3+, ou alors 2+, 2+, sur toutes nos attaques. Et en plus de ça, avec la bonne litanie, donc le mantra de la force, on va passer PA-4, dégâts 4. Ça découpe environ tout. Tout, ça le découpe. Ça bouge vite, en plus c'est un chaplain, ça peut buffer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'envoyer de suite comme un missile, on peut d'abord s'en servir comme un buffer, et après quand on veut, bim, on le catapulte là où on veut le catapulter. Et généralement, ce dans quoi il rentre, il le déglingue. Hein. On va pas se leurrer. En plus, j'adore cette figurine parce qu'au niveau de son historique, c'est un peu le mec qu'on envoie. C'est un peu le mec qu'on envoie pour. Je cherche mes mots. C'est un peu le chaplain qu'on envoie pour punir, pour achever les mecs qui sont allés un peu trop loin dans la rage noire. En fait, si vous voulez, Astorat, il est l'envoyé du chapitre pour tuer les mecs qui sont partis en rage noire, donc la Death Company, qui sont vraiment irrécupérables, qu'on peut vraiment pas utiliser. Il va y aller, il va les tuer. Il va les achever parce qu'on peut rien en faire. Ils sont incontrôlables, ils sont vraiment même pas utilisables sur le champ de bataille. Donc du coup, il va y aller, il va les déglinguer. C'est un peu la mort, quoi, en fait, ce mec-là. Et en plus, il a un fluff qui est sympa, lié à Dante. C'est-à-dire que Dante... il me semble que dans le fluff, il le trouve trop important. Pas Dante, pardon. Lemartes, qui est donc le chaplain en chef de la Death Company, qui lui est un chaplain qui a la rage noire. Parce que d'habitude, la rage noire, en fait, les mecs font une bataille et ils meurent pendant la bataille. Et s'ils meurent pas pendant la bataille, généralement, Astorat est pas loin et il va les achever pas loin. Parce que de toute façon, ils sont devenus tellement tarés qu'il va arriver, il va les achever. Ça a été différent pour les Martes parce que les Martes étaient beaucoup trop importants et surtout Astorat a décrété que les Martes avaient réussi en gros à dompter un petit peu sa rage noire et donc du coup il a refusé de l'achever. Ça, je trouve ça très très cool. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'avait grave plu chez ce personnage et c'est aussi pour ça que je le kiffe. Je l'avais acheté la figurine malgré le fait que ça soit de la Finecast. À l'époque, elle était pas terrible la figurine, mais je l'avais achetée parce que je la trouvais belle. Et que j'aimais son fluff. Et là, alors maintenant qu'il est fort, bon, il n'est pas à jouer tout le temps, hein, moi je le joue parce que j'aime le jouer, mais maintenant qu'il est vraiment, vraiment quand même fort, bah moi je suis bien content de le sortir, j'étais bien content de l'avoir pas. Donc Astorat, personnage préféré selon moi, enfin, c'est mon personnage préféré du codex. Ensuite, la deuxième unité que je préfère, c'est les gardes sanguiniens. Pareil, non pas pour leur force, puisque c'est l'unité que je préfère depuis le début que j'aime les Blood Angels. C'est pas une unité qui était la plus forte avant, de toute façon, parce que elle était un peu chère à un moment. Il n'y avait pas l'armure du mépris. Bon, maintenant, il n'y a plus. Mais c'était pas ouf. C'était pas complètement ouf. Ils sont devenus très très forts avec l'armure du mépris. Je pense qu'ils sont toujours jouables. Maintenant, est-ce que ça va être l'unité la plus pétée du codex? Je suis pas sûr. Mais c'est une unité que j'adore. C'est l'élite de l'élite de l'élite du Blood Angel. C'est de la super belle figurine. Les ailes dans le dos, enfin en termes de modélisme, je trouve qu'on est, même si c'est des figurines vieillissantes, je trouve qu'elles sont encore très très belles. Donc moi j'adore jouer cette unité. Elle a une bonne polyvalence parce que mine de rien, si on met un peu les aimants, les trucs qui vont bien, bah on peut arriver à les monter avec des épées ou avec des haches ou avec des gantelets. C'est pas déconnant. Le gantelet va être meilleur pour la pénétration d'armes. Non, le gantelet va être meilleur pour le dégât multiple puisqu'il va faire des 3 il me semble ou 2 directs. En tout cas. Pour ce qui est des épées et des haches, on va avoir une réelle différence puisque les haches vont avoir une pénétration d'armure un peu moins importante mais une meilleure force, alors que les épées vont avoir un peu moins de force mais une meilleure pénétration d'armure. Par exemple, j'ai beaucoup joué les haches contre la Death Guard. Parce que le problème de la Death Guard, c'est que c'est de l'endurance 5. La hache nous permet de passer à force 6. Ça veut dire que la Death Guard, on va la blesser sur du 2+.
quand on a le petit bonus Blood Angel. Et ça, c'est cool. Donc j'ai beaucoup joué les haches contre la Death Guard. Mais généralement, quand on fait du tournoi et qu'on est amené à affronter plein de listes différentes, on va les jouer en épée parce que c'est ce qui va être le plus polyvalent. On a beaucoup de PA, on a certes que +1 en force, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas comme une épée énergétique. Ça fait 2 dégâts, tout comme la hache, en fait. La seule chose qui change, enfin les seules choses qui changent, c'est la PA et la force. Donc moi, j'aime beaucoup cette unité. La boîte nous permet en plus de monter le doyen sanguinien, qui est pour moi ultra vital dans une armée Blood Angel, notamment avec le bonus de mouvement qu'il donne, le +1 qu'il peut donner à une unité base autour de lui. C'est vraiment une bonne unité. C'est un des premiers trucs que j'avais acheté quand je m'étais mis au Blood Angel, parce que c'est vraiment ce que je kiffe visuellement, même en termes de fluff et en termes d'impact sur la map. J'ai quand même toujours trouvé l'unité bonne. En plus de ça, maintenant, les pistolets infernaux sont gratos. Comme c'est une unité qu'on amène au corps à corps et que elle n'est pas amenée à mourir de suite, parce que mine de rien, elle est quand même un peu tanky, et ben on peut être amené à la phase de tir suivante, à pouvoir tirer au corps à corps avec des petits pistolets à fusion. Et quand c'est gratos, eh ben écoutez les gars, on va pas s'en priver. Moi, il y a eu plein de fois où même avant, quand ça n'était pas gratos, je mettais ces pistolets infernaux parce que ça m'a permis de vraiment me débarrasser de le petit thermi qui a survécu, là, qui est encore au corps à corps, ou même de pouvoir tirer dans quelque chose une fois qu'on est très très proche du corps à corps et pouvoir charger autre chose. Ça m'est déjà arrivé de tirer sur un véhicule qui était pas loin de moi avec les pistolets à fusion et de charger dans une unité de thermie à côté. Donc tu impactes 2 unités. Ça peut être plutôt pas mal. Moi j'aime vraiment beaucoup cette unité et en termes ouais, ça fait vraiment partie de mon top 3 des unités Blood Angel de ce codex. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ma dernière unité favorite, c'est la Death Company. Et la Death Company Firstborn. Je suis moins fan de la Death Company Primaris puisque, alors, il gagne une transhumane, c'est-à-dire le fait de ne pas être blessé en dessous de 4+, grâce à un stratagème, mais qui est lié au Primaris. Ça veut dire qu'on ne peut pas le jouer sur de la Death Company classique. Par contre, la Death Company classique peut être équipée de réacteurs. En plus de pouvoir être équipés de réacteurs, ils peuvent tous être équipés de marteaux, ou d'épées énergétiques, ou de haches énergétiques, de pistolets à fusion, de pistolets à plasma, de griffes énergétiques. Bref, ils peuvent tout avoir. Peut-être pas les griffes. Ah, je vais vérifier le coup des griffes. Je suis pas ultra sûr pour les griffes énergétiques. On va quand même le vérifier, j'ai le codex sous la main. Non, effectivement, voilà. On ne peut pas avoir de griffes énergétiques. C'est bien pour ça qu'on joue des Vanguard. Je vous parlerai pas des Vanguard aujourd'hui, puisque voilà, je préfère vous parler des unités phares du codex Blood Angel. Mais bien évidemment, si vous connaissez déjà un peu le jeu, vous avez bien vu que l'unité de Vanguard, elle est jouée. Elle est clairement jouée. Mais moi, la Death Company, je la kiffe parce que déjà, en termes de fluff, j'adore. Voilà, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est des gros tarés. Ils ont complètement pété un plomb. On les jette sur le champ de bataille en première ligne parce qu'en fait, on sait pas quoi faire d'eux. C'est les mecs les plus combatifs du monde. C'est-à-dire les mecs qui se font arracher des bras et continuent à se battre. C'est des grands malades. Donc moi, j'aime beaucoup. Et en plus, en termes de règles, ça a été bien représenté parce qu'en fait, c'est des figurines qui ne peuvent pas faire d'action, qui ne peuvent pas se désengager. En gros, c'est j'arrive dans un truc, dans un combat, et en fait, tant qu'il reste des gens vivants, je suis là. Donc moi, j'aime beaucoup cette unité. Visuellement, en plus, je trouve que c'est des belles figurines, même si elles sont vieillissantes aujourd'hui, je trouve qu'elles sont encore jolies. Le fait d'avoir des réacteurs les rend très mobiles. En plus, on peut les équiper de manière différente. On va souvent les jouer en marteau. Mais l'option épée énergétique, pistolet à fusion est pas dégueulasse parce que c'est gratos. Alors qu'avant, c'était payant. J'avais tendance à quand même les jouer avant quand c'était payant. Mais alors là, maintenant que c'est gratos, je peux vous garantir que je vais la jouer. Et même une unité de 10 Death Company réacteurs avec juste des épées tronçonneuses. Et vent dans le dos, quand on est dans la bonne doctrine, tout ça, on se retrouve quand même avec des unités qui tapent à 3, 4, 5, 6 attaques chacune. On se retrouve à faire 60 attaques avec 10 gus, 61 attaques avec l'attaque du chef. PA-2 quand on est dans la bonne doctrine. Force 4, donc très certain, on va rarement toucher à plus de 5. Blessé à plus de 5. Avec les petits buffs qui vont bien. Si on joue Dante, on va pouvoir booster les unités de Death Company en leur faisant relancer les touches au corps à corps. Enfin, voilà. Le petit combo avec Dante plus le doyen qui leur permettrait d'avoir un +1 à la touche. Donc d'ignorer en gros le malus des marteaux.
puis de relancer toutes les touches, grâce à Dante. Et je peux vous dire que quand on commence à stacker tout ça et qu'on charge une unité avec des marteaux, même par 5, ça meurt. Généralement, ça meurt. Donc moi, voilà, c'est vraiment une des unités que je kiffe le plus dans le codex. Là, vous avez eu vraiment mes 3 unités préférées. Petite mention spéciale à Dante que j'aime beaucoup. Petite mention spéciale au prêtre sanguinien qui est quasi aussi vital pour l'armée. Mention spéciale au doyen qui lui aussi est ultra vital pour l'armée. Et j'ai quand même un petit kiff sur les Terminators d'assaut parce qu'il y a une boîte spéciale et les figurines sont vraiment magnifiques. C'est peut-être pas le truc le plus fort du codex. Alors que peut-être que maintenant avec Arc of Omen, on pensera un petit peu plus à éventuellement les jouer. Mais mine de rien, je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'est une très belle unité, rien qu'en termes de peinture et de modélisme. C'est le genre d'unité que moi, dès que j'ai vu les Blood Angels, je fais cette unité-là, je l'aurai. Je la peindrai. Je sais pas si je la jouerai, mais en tout cas, je l'aurai parce que je la trouve belle. Donc selon moi, voilà ce qu'on a de plus intéressant en termes d'unité au sein du codex. Par contre, pour les flops, les gars, j'en ai j'en ai 2. Le premier, c'est le Predator Ball. Flop sans être un flop, parce qu'en fait, en soi, c'est pas nul. Le datasheet est pas nul. C'est juste qu'il n'a pas assez d'impact pour le coup en points qu'il propose. Et en plus de ça, c'est un véhicule. Il y a du tir. Le Blood Angel, on l'oriente corps à corps. Est-ce qu'on a besoin d'un véhicule qui tire au lance-flamme? Je suis pas sûr. Donc, je le mets dans mes unités que j'aime le moins, mais c'est dommage parce que ça reste une unité emblématique du codex, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment pas justifiable dans une liste, ou du moins dans une liste où on veut un peu être un petit peu optimisé, un petit peu compétitif. Maintenant, on pourra très certainement le jouer avec des potes, on sera content. Par contre, il y en a un, les gars, mention spéciale pour lui. C'est tellement une merde que j'ai même pas réussi à trouver une photo pas trop pixelisée de lui. C'est Taiko. Taiko... Déjà, Taiko, c'est une marque de petite voiture, il me semble. C'est absolument pas une marque, un nom de héros. Taiko, il est nul à chier, les gars. Je vais vous ressortir quand même sa fiche. Le mec a 2 profils. On peut le jouer de 2 manières différentes, c'est incroyable. C'est soit Capitaine Taiko, soit Taiko l'égaré. Le fait est que dans les 2 délires, il est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il a? Quand on affronte de l'orque, on a plus un force. Qui s'en fout? Tout le monde. Voilà. On s'en fout complètement. Parce que généralement, plus en force, on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on a un plus un bless. C'est nul. En plus, c'est que à lui. C'est même pas aux gens autour de lui. C'est-à-dire que lui-même, si tu l'envoies au charbon contre de l'orque, il a plus un force. Qu'est-ce qu'on s'en tape quand le mec a 4 attaques force utilisateur, PA-3, dégâts 1. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Enfin, c'est nul. C'est très très nul. Il a une invulnérable à 4. Bon, heureusement, c'est un personnage Space Marines. On va pas... Tant qu'unité base Blood Angel est assis pas de lui, il fait relancer les touches de 1. Mais Dante le fait, et Dante en plus il le fait en full reroll en plus de ça. Et en plus il meule au corps à corps, et en plus il est plus mobile parce qu'il a un réacteur. Parce que ce gros con de Capitaine Taiko, il bouge de 6. Il est particulièrement nul. Et Taiko l'égaré, écoutez, Taiko l'égaré, qu'est-ce qu'il a de différent? Il va étendre son aura donc de rite de bataille qu'il a, s'appelle Héros sans espoir. Au lieu de faire relancer les 1 à la touche autour de lui à 6 pas, il va les faire relancer autour de lui à 9 pas sur la compagnie de la mort. C'est incroyable. Les gars, jouez un chaplain. Jouez les martes. Jouez un chaplain ou les... Pareil, il bouge de 6 aussi en mode égaré. Il a 5 points de vie. Ouais, il a une de plus. Allez, il a ça pour lui. Mais il est nul, il est d'un nul. Et en plus, la figurine est moche. Non, je suis désolé, je ne sauve absolument pas cette figurine. Je peux même pas dire, putain, je suis deg, la figue est trop belle, franchement, dommage qu'elle soit nulle. Bah non, parce qu'il est moche. C'est mal proportionné, c'est de la fine cast, voire même du métal. La bannière est dégueulasse. Il a une pose ultra statique. Non, moi je valide pas ce personnage. Je le trouve nul à chier. Même frère Corbulo, il est meilleur, alors qu'il est vraiment pas fou. Non, ça ne va pas du tout. Tico, rentre chez toi. Tico, tu es nul. Nul. On aborde les listes Blood Angel, que vous soyez débutant, que vous vouliez faire votre première armée, ou que vous ayez envie de partir un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus compétitif, un petit peu plus, on va dire, confirmé. Je vais vous présenter 2 listes d'armées qui pourront très certainement vous aiguiller vers des choix
pour construire une petite liste assez sympa en ayant des unités emblématiques du codex et en vous faisant plaisir, puisque on est avant tout là pour le plaisir. Et on va commencer de suite avec la première liste, qui est donc une liste en 1000 points, que je vais vous présenter. On va y arriver normalement. Juste ici. Ma première liste, elle est composée... on est d'accord que c'est bien ma liste en 1000 points ou pas? Allez, bim, un raté. Hop, liste en 2000 points. Bien joué, Félix. On est bon, on est très très bon. Hop, allez, liste en 1000 points. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre petite liste à 1000 points? On part sur le Commandeur Dante. Commandeur Dante, personnage emblématique du codex qui nous permet de faire, à la phase de commandement, de sélectionner une unité base à moins de 6 pas de nous et de pouvoir lui donner une relance des touches complète. En plus de ça, en bulle autour de lui, il va pouvoir donner une relance des touches de 1 aux unités bases et personnages. En plus de ça, il va pouvoir aussi, mourir et taper avant de mourir, puisque le stratagème est gratuit avec lui. En plus de ça, c'est une bonne grosse brute au corps à corps. C'est quand même un mec qui fait 6 attaques, plus une quand il charge, plus une dans la bonne doctrine. Donc il va faire 8 attaques de force, il me semble, force plus 3, donc force 7, PA moins 3 ou moins 4, pour 2 dégâts par 2 dégâts. Il est assez énervé le garçon. Vous allez souvent l'utiliser comme un buffer, mais il est quand même très très bon. Suivi par un prêtre sanguinien que lui vous allez upgrader avec un réacteur dorsal et en mettre apothicaire pour pouvoir soigner 2 fois. Et en plus de ça, avec son petit réacteur, il va pouvoir se déplacer très très vite. L'intérêt vraiment du prêtre sanguinien comparé à un apothicaire Space Marines ou d'un autre chapitre, c'est que le prêtre sanguinien, donc des Blood Angels, lui, qu'est-ce qu'il fait? En plus de ça, il permet à la phase de commandement de sélectionner une unité amie et de la passer en doctrine d'assaut. Comme la doctrine d'assaut n'est effective qu'à partir du tour 3, on va être bien content de pouvoir gratuitement mettre ça sur une unité, sachant en plus qu'on a un stratagème du Codex Space Marines générique qui nous permet de le faire aussi sur une autre unité. Ça veut dire que par tour, on pourrait éventuellement mettre 2 unités en doctrine d'assaut. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc pour moi, c'est les 2 figurines qui sont difficiles à ne pas jouer sur une armée Blood Angel. Ensuite, on va prendre un premier petit choix de troupes. Une escouade d'intercesseurs d'assaut. Cette escouade, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, je la trouve quand même sympa parce qu'on est sur de la figurine qui a baissé en coût en points. On va pouvoir avoir un petit marteau gratos. On est sur 85 points pour balancer quand même pas mal de patates quand on est dans la bonne doctrine. Ils sont super opérationnels. Donc, ils peuvent prendre les objectifs plus facilement que le reste de l'armée. On va leur regretter un peu de mobilité parce qu'ils se déplacent que de 6. Mais c'est quand même une bonne unité. Moi, j'ai envie de la sauver. Et je pense que pour commencer le jeu, quoi qu'il arrive, ou pour commencer une armée, c'est bien d'avoir une petite troupe de base. Et les intercesseurs d'assaut, c'est une très bonne troupe pour le Blood Angel. Donc je la conseille grandement. En plus après, on passe en élite. Parce que vous verrez que l'armée Blood Angel est quand même une armée d'élite. Ça va être nos principaux choix dans notre liste. Dans nos listes. La garde sanguinienne. La garde sanguinienne, figurine qu'on ne présente plus, ça bouge de 12, ça a une endurance de 4, une sauvegarde à 2+, donc ça va sauvegarder à 1+ dans les couverts. Ça a 3 attaques de base, plus une dans la bonne doctrine, plus une quand on a chargé. Donc, pas déconnant. Ça a des armes quand même très 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 efficaces, que ce soit les épées d'escarmine ou encore les marteaux, les haches. Je vais un peu moins préférer les gantelets. Mais on est quand même sur des armes qui vont être systématiquement en dégâts 2, avec de la bonne pénétration d'armure. C'est une unité qui est quand même plus tanky que le reste de l'armée, c'est une unité qui est mobile, c'est une unité qui tape très fort, donc pourquoi ne pas les prendre? Surtout que maintenant les pistolets infernaux sont gratos aussi, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre des pistolets infernaux. Donc c'est une très bonne unité, incontournable, je pense qu'il faut en avoir. Maintenant, vous pouvez faire le choix de ne pas en mettre, mais je trouverais ça un peu dommage, parce que c'est quand même clairement une des unités les plus fortes du codex, et en plus, une des plus emblématiques. Donc, à avoir dans son armée. Ensuite, je suis parti sur 2 autres choix d'élite, la même unité, mais équipée différemment. Je suis parti sur 2 escouades de compagnie de la mort, équipées de réacteurs dorsaux. La première unité, elle sera équipée de marteaux, puisque les marteaux ont baissé en coût en points, ils ne sont plus qu'à 10 points par figurine sur les unités de Death Company, ce qui est plutôt pas mal. Et la deuxième unité, je vais la mettre en pistolet infernaux, puis épée énergétique. Pourquoi je fais ça? Alors je le faisais déjà avant, mais avant c'était payant. Maintenant c'est gratos. Ça veut dire qu'on se retrouve avec, pour 115 points, 5 petits gars qui tirent de près, certes, mais avec des armes à fusion qui font quand même très mal. 5 petits gars qui vont faire 2 attaques, plus une parce qu'ils ont chargé, plus une parce qu'ils ont la rage noire, et éventuellement plus une s'ils sont dans la bonne doctrine. Donc 5 attaques par tête.
d'épée énergétique, donc de force +1, donc de force 5, avec un +1 à la blessure, de pénétration d'armure de -3, et voire de -4 quand on est dans la bonne doctrine. Inutile de vous dire que ça découpe, ça meule. En plus de ça, couplé avec ce petit stratagème d'avant-bataille, c'est une unité qui est pas chère à 115 points, même si on la projette au début de la partie et qu'on la donne un peu à son adversaire, et ben mine de rien, 115 points, on va pas être dégoûté de les perdre. On a en plus un insensible à la douleur à 6+, que l'on va pouvoir descendre à 5+, avec un stratagème. Et quand on commence à construire une armée autour de la Death Company, on se rendra compte, excusez-moi, qu'on peut vraiment les synergiser avec des Lemartes, avec des chapelains. Et ça peut être vraiment très rigolo dans une armée à thème. Moi, j'adore ces unités-là. C'est pour ça que j'en ai mis 2 dans la liste, même si c'est une liste en 1000 points et que généralement, je mets la priorité sur le fait de jouer plusieurs unités différentes. Mais là, j'en ai mis 2 parce que pour moi, c'est trop cool. Et 115 points, faut la jouer, quoi, cette unité-là. Donc moi, je la trouve très très cool. Et pour finir cette liste en 1000 points, j'ai rajouté un choix d'attaque rapide et un choix de soutien. En attaque rapide, j'ai mis l'escouade de Marines d'assaut. Avec 2 pistolets à plasma, un pistolet à plasma sur le sergent, savoir que vous pourriez très bien mettre du pistolet à fusion puisqu'il est gratuit aussi, et des griffes sur le sergent. Et tout ça c'est gratos, ça veut dire que l'unité elle coûte 90 points, et pour 90 points vous avez une unité qui peut arriver des frappes en profondeur pour éventuellement vous faire de l'objectif secondaire, ou même mine de rien une unité qui, alors ils ont qu'une attaque, c'est du Marines de base, vraiment de base, on est d'accord, mais bon, plus une attaque parce qu'ils ont chargé, plus une attaque parce qu'ils ont chacun des épées tronçonneuses, le chef va avoir de la griffe, donc va pouvoir relancer les blessures. Mine de rien, si votre adversaire l'avait pas prévu et qu'il a une unité un peu faiblarde ou quoi au fond de cours, eux ils vont s'en occuper sans problème. Hein. Donc 2 PV par tête, 90 points. Au pire des cas, ça vous fait que du secondaire. À savoir que si vous les utilisez bien, ces unités-là, elles peuvent vous faire le secondaire Blood Angel, donc assaut percutant. Et en plus de ça, ils peuvent vous faire les données d'Octarius. Bon alors il faut pas faire un 6. Parce que vous allez jeter un dé étant donné qu'ils ne sont pas troupes. Mais ça veut dire que si l'unité vous la jouez bien, à partir du tour 2, et que vous en avez une, voire 2, l'unité, à chaque fois qu'elle arrive, elle va vous faire marquer, normalement, si vous avez déjà fait votre premier Octarius, elle va vous faire marquer 4 points d'Octarius, enfin de donner du champ de bataille, maintenant ça s'appelle avec le nouveau chapter, et 4 points d'assaut percutant. 90 points d'armée, 8 points de victoire, moi je valide. Moi je les trouve bien. J'en mets systématiquement dans toutes mes listes maintenant. Et pour finir, une escouade d'éliminateur. C'est une escouade que j'avais beaucoup envie de tester. J'ai jamais pu encore trop le faire parce que je ne les avais pas peintes. Maintenant que les coups en points ont baissé, et systématiquement, je vais en mettre une voire 2 dans mes listes d'armées. Alors certes, c'est pas du Blood Angel typique. C'est d'ailleurs une des rares unités vraiment typées Blood Angel dans l'armée. Mais par contre, elle est très bien pour le fond de cours. Vous allez la mettre fond de cours, elle va vous garder un objet. Elle va pouvoir se déplacer, tirer sur une cible et revenir se caler derrière son bloquant. Donc mine de rien, avec les petites serres laser, on va être sur du gros tir de quasi de canon laser, hein. Donc c'est pas mal sur les véhicules. Ou du tir de sniper pour aller cibler les persos un petit peu emmerdants. Moi j'aime bien cette unité. Je la joue maintenant, j'ai envie de la jouer systématiquement maintenant. 75 points, c'est clairement donné. C'est quand même du Primaris à 2 PV, qui peut avoir la transhumane, qui a des capes de camouflage, donc qui ont des sauvegardes améliorées quand ils sont à couvert. Moi, je trouve que l'unité est très très bonne. Je trouve que l'unité est très très bonne, et quand on est dans une optique de liste à 1000 points, où on va essayer d'avoir des unités pas chères pour en avoir quand même beaucoup sur la table, 75 points, on prend. Ça va être l'unité Space Marines la moins chère du codex au final. Donc je la trouve très intéressante. À savoir que pour monter une liste de ce genre-là, quand on passe chez Games Workshop, on est à environ 300 €. Et lorsqu'on passe chez le partenaire habituel, que vous retrouverez dans les commentaires et dans la description, vous êtes mine de rien sur 240 € pour une belle liste d'armées qui, en plus de ça, toutes ces unités-là, vous allez les rejouer dans votre liste à 2000 points. Et au pire des cas, peut-être les intercesseurs d'assaut, un jour, vous les jouerez plus. Mais tout le reste, vous allez les jouer. Donc ça veut dire que cette liste-là, vous ne la jetterez pas à la poubelle. C'est des unités différentes. Même si demain, une de ces unités-là devient pourrie, au pire, vous la jouerez pas, mais le reste de l'armée sera quand même sortable. Donc je trouve que c'est un bon moyen de démarrer l'armée. À savoir que chez le partenaire habituel, vous ne trouverez pas certaines figurines comme le commandeur Dante, puisque ce sont des figurines en fine cast, mais clairement, je ne vous conseille pas de les acheter. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'éventuellement faire de la conversion. Il y a un très très beau chapelain Blood Angel avec des petites ailes dans le dos,
qui est une belle figurine en plastique, qui permet de faire de très belles conversions. Moi, j'en ai fait un capitaine d'Es Company, bouclier et marteau, qui est magnifique. Donc, je vous conseille éventuellement de partir sur une conversion avec une figurine de ce type-là. Avant de vous parler de la deuxième liste, je vous rappelle que vous pouvez, comme d'habitude, mettre des pouces bleus, mettre des commentaires, me donner votre avis et suivre la chaîne, vous abonner, mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et participer à l'évolution du studio en vous rendant sur Tipeee et Tipeee Stream. N'hésitez pas à le faire, c'est ultra important et je vous en remercie par avance. Pour ce qui est de la deuxième liste Blood Angel, là je suis parti sur du kiff. Je suis parti sur mes kiffs. Je suis parti sur Astorath. Même combat qu'avec Dante, je vous conseille de faire une conversion parce que la figurine Fancast, mine de rien, même si elle est encore jolie, elle est quand même pas évidente à peindre. Je trouve que les volumes sont très capricieux. Il suffit qu'on y aille un peu trop gaiement sur la peinture et on va vite gommer des détails. Je suis pas fan de la figurine. Mais elle est quand même jolie parce que la pose est dynamique et assez sympa. Maintenant, il y a moyen de se faire des conversions très jolies avec d'autres figurines plastiques. Donc n'hésitez pas à plutôt faire ça. On reste sur Commander Dante, je ne reviens pas sur ce qui permet de faire. Par contre, Astorath, donc on lui choisit la litanie Cantique de la haine et Mantra de la force. Pourquoi? Parce que la Cantique de la haine va vous permettre de booster des unités autour de lui, puisqu'en fait, la Cantique de la haine va vous permettre d'avoir un +2 aux charges. Et en plus de ça, va vous permettre de pouvoir consolider et engager à plus de 3 pas. Donc en gros, on va pouvoir consolider et engager à 6 pas en utilisant cette litanie. Et on va utiliser la Mantra de la force en deuxième litanie lorsque cette figurine ne nous servira plus pour buffer. On va pouvoir l'envoyer en missile, aller taper quelque chose. Et alors, avec le Mantra de la force, les gars, on va passer sur du dégâts 4, PA-4 dans la bonne doctrine. 6 ou 7 attaques en 2+, et très souvent 2+ derrière à la blessure. Le mec va tout découper, il n'est pas là pour rigoler, il va tout défoncer, et je le trouve ultra charismatique, donc je l'ai mis dans ma liste. Maintenant, d'autres personnes préféreront éventuellement ne pas mettre de 3ème QG, voire mettre les Martes. Mais moi, j'aime bien Astorath, donc je mets Astorath. Voilà. Pour ce qui est des troupes, je vous ai mis l'escouade d'intercesseurs par 5. Elle est facultative, ou vous pouvez même en mettre 2 x 5, puisque de toute façon, une escouade d'assaut intercesseur, c'est une boîte de 10 figurines. Donc, vous pouvez vous faire plaisir éventuellement à en mettre 2 x 5. Ça dépendra vraiment de ce que vous mettrez à côté. Moi, là, j'en ai mis qu'une parce que il fallait aller à 2000 points. Donc, à savoir que là encore, le marteau est gratuit. Je ne l'ai pas mis dans cette unité-là, mais vous pouvez le faire. C'est gratuit. Le pistolet à plasma aussi. Donc, on va pas cracher dessus. Pour ce qui est de l'élite, là, on a mis le doyen sanguinien. Je ne l'ai pas mis dans la liste précédente parce qu'à 1000 points, ça devient compliqué de mettre autant de personnages. Mais par contre, dans une liste à 2000 points, il est obligatoire. Avec la bonne relique et le bon trait de seigneur de guerre. Vous pourrez voir ça sur l'autre épisode où je décris un petit peu ce qu'elles font. Mais en gros, la colère de Baal va vous permettre, autour de vous, à 6 pas de cette figurine, de donner un +2 au mouvement aux figurines avec des réacteurs. Comme vous jouez quasiment principalement que des réacteurs, c'est bien. Et en plus de ça, vous allez prendre le trait de seigneur de guerre du Codex Space Marines Vanille, enfin Space Marines de base, qui lui s'appelle Rite de guerre et qui vous permet en fait de rendre les unités autour de vous super opérationnelles. Et ça, c'est très bien parce que, surtout si vous ne jouez pas de troupes, le Blood Angel va manquer, mine de rien, de super opérationnel. Et grâce à ce doyen, vous allez pouvoir pallier à ça. Derrière, je me suis permis de mettre une unité qui n'est pas emblématique du codex Blood Angel, mais qui est quand même très forte. Alors moi, je l'ai équipée différemment à cause de Ark of Omen et des nouveaux coups en points. Maintenant, il faut faire des tests avec. Je suis pas sûr que ça sera le plus viable. Maintenant, je pense que c'est la manière la plus économique de les jouer. Je vais prendre donc une escouade de vétérans Vanguard, que je vais jouer par 10. Unité géniale parce qu'en plus, au début de la game, si on a envie et qu'ils sont placés sur le champ de bataille, on peut, grâce à la capacité escouade tactique, la séparer en 2 unités de 5. Et ça, c'est pas négligeable. Ces petits mecs-là, moi, je les ai mis en pistolet inferno et en épée énergétique, alors qu'avant, on avait tendance à les jouer en griffe, épée tronçonneuse, voire double griffe. Je les ai mis en pistolet inferno et en épée énergétique parce que comme ils ont perdu l'armure du mépris, et que mine de rien, on était à quasiment 280 points, il me semble, avec les griffes, il me semble que l'unité est trop chère, puisque derrière, pas assez tanky. Du coup, j'ai préféré la jouer en mode très low cost, parce que les pistolets inferno et les épées énergétiques sont gratos, pour que l'unité coûte moins cher et que si on la perd, on soit moins dégoûté. Parce qu'on est mine de rien à 230 points, donc à 115 points l'unité. On est sur quelque chose de totalement sacrifiable, mais qui par contre, si elle arrive à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire impacter l'adversaire, elle va le défoncer. Parce que là, on est sur 2 attaques par mec,
une attaque de plus si on a chargé, une attaque de plus si on est dans la bonne doctrine. Non, une attaque de plus si on a chargé grâce à l'assaut percutant et une attaque de plus si on est dans la bonne doctrine. On est sur des mecs qui vont faire 4 attaques. D'épée énergétique, donc force plus 1, PA-3, voire -4 quand t'es dans la bonne doctrine. Puis en plus de ça, on va avoir 9 pistolets infernaux. Et pour un peu conserver un petit peu de tankiness, on va éventuellement mettre un bouclier storm sur le chef, c'est pas obligatoire. Vous avez aussi la possibilité de les mettre que en corps à corps. C'est pas déconnant, hein. On peut du coup comme ça avoir une unité assez polyvalente. C'est-à-dire que l'épée énergétique est un peu plus taillée pour aller taper des trucs avec des grosses sauvegardes. Alors que l'épée tronçonneuse, par exemple, va être plus taillée pour la masse. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, au lieu de mettre pistolet inferno et épée énergétique, bah, vous pouvez mettre épée énergétique, épée tronçonneuse. Pourquoi pas? Ça reste le même prix. Donc ça dépend ce que vous allez vouloir faire avec, mais moi je trouve que cette unité est intéressante. Ensuite, on va avoir 2 unités de garde sanguinienne par 5. Je vous laisse le choix de choisir éventuellement d'en mettre une avec des haches, une avec des épées. Moi j'ai tendance à aller jouer tout le temps avec des épées. J'ai mis 5 pistolets infernaux à chaque fois, parce que les pistolets infernaux sont devenus gratos, donc on va pas cracher dessus. Je vous présente plus l'unité, hein, vous avez déjà compris ce qu'elle pouvait faire. Obligatoire hein, dans une armée Blood Angel. Hein. Donc à savoir que là on est avec 7 choix d'élite, mais ne vous inquiétez pas, le doyen sanguinien est une unité qui compte comme choix d'élite personnage. Et donc on ne le paye plus dans ses choix d'élite. Et les 3 unités d'après, les gars, j'ai pas été très original. Hein. Là on parle de liste quand même un petit peu plus couillue pour éventuellement aller faire un petit peu de corps à corps. Un petit peu de tournoi, pardon. Oui, on va faire beaucoup de corps à corps puisqu'on est Blood Angel, ça c'est sûr. C'est 3 unités de Marines Compagnie de la Mort. 2 en marteau, parce que c'est beaucoup trop fort. Et une avec le pistolet inferno et l'épée énergétique, parce que c'est l'unité qu'on va peut-être pouvoir projeter au tour 1 sans avoir trop peur de la perdre derrière, qui va pouvoir impacter l'adversaire tour 1 et lui faire quand même très mal si le mec a mordu la ligne et a mis un truc un peu faiblard devant. Je trouve que voilà, c'est des unités incontournables de l'armée. À voir si elles deviennent vraiment ultra fortes avec Orc of Omen, puisque les sanguiniens ont un peu perdu. Alors que la Compagnie de la Mort, même si elle aussi perd parce qu'elle n'a plus l'armure du mépris, mais par contre la Compagnie de la Mort a de l'insensible à la douleur. Donc à voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Moi je trouve que l'unité est encore complètement jouable, les figurines sont très jolies. Et d'ailleurs au passage, pour ce qui est des vétérans Vanguard, vous pouvez même vous amuser lorsque vous allez acheter les boîtes à intervertir certains corps de vétérans Vanguard avec de la Death Company. Comme ça, vous aurez un petit peu les ornements Blood Angel sur vos vétérans Vanguard. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et pour finir cette liste, on va jouer 3 choix d'attaque rapide et 1 choix de soutien. Et c'est pas obligatoire. Là, c'est modulable, dans le sens où moi, je joue 2 escouades d'assaut parce que c'est pas cher et parce que ça permet de faire du secondaire facilement. Je vais jouer une escouade d'Inceptor avec des plasmas, parce que maintenant on ne paye plus les plasmas et à 120 points, c'est pas déconnant d'avoir ce petit renfort. Alors ça c'est typiquement l'unité qu'on peut faire arriver des frappes en profondeur et faire tirer au plasma. Ça peut nous sortir les mains du cambouis, ou du moins embêter notre adversaire. Maintenant ça reste du tir, on n'est pas sur du gros Blood Angel, mais on est quand même sur de l'Endu 5 à 3 PV. Pourquoi pas? Mais on va finir avec le choix d'Eliminator en soutien, et c'est là où du coup j'ai un petit questionnement. Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de jouer une 2e escouade d'Eliminator, d'enlever du coup les Inceptors, et d'éventuellement booster les rangs de certaines autres unités, rajouter de la Compagnie de la Mort dans certaines unités, mettre un meilleur équipement éventuellement sur les squads de vétérans, pourquoi pas, à voir. Je pense que c'est une question à se poser. Je pense que vraiment les 2 escouades d'éliminator en fond de course, c'est pas déconnant du tout. Est-ce qu'on a envie aussi peut-être éventuellement de complètement enlever les squads de troupes pour avoir encore plus de points pour, pourquoi pas mettre une escouade d'Inceptor par 5? Ça peut être pas déconnant aussi. Est-ce qu'on a envie non plus d'enlever encore les Inceptors et de rajouter une 2e escouade d'intercesseurs, d'assaut? Parce que mine de rien, quand ils sont en doctrine d'assaut, ils meulent quand même pas mal les cochons, donc pourquoi pas. Voilà, là c'est un choix, le choix vous appartient. En plus c'est quelque chose qui ne va pas avoir un réel impact monétaire, puisqu'on n'est pas sur d'énormes dépenses pour pouvoir renforcer les rangs de ces unités-là. Donc pourquoi pas, à voir ce qui vous fait plaisir, à savoir tout de même que cette liste-là, donc cette 2e liste,
Celle-ci, au total, elle vous coûterait environ 530 € chez Games Workshop et 425 et des poussières chez le partenaire habituel, chez My Hobby Place. À savoir que là aussi, sur certains personnages, je vous conseille de faire de la conversion puisque les personnages ne sont pas tous trouvables chez My Hobby Place. Et en plus, c'est des personnages qui sont en fine cast, donc en résine. Et moi, je suis pas ultra fan de la résine. En tout cas, c'est les listes, je pense, les plus pertinentes que je pouvais vous servir. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et cette deuxième liste, en tout cas, c'est un upgrade de la première. Donc, ce n'est pas 530 € ou 425 € de plus à mettre dans l'armée, mais plutôt 200 et quelques euros, puisque vous avez déjà acheté la première partie de l'armée. Donc, mine de rien, on est encore dans les standards de Games Workshop. On se retrouve pour 2000 points d'armée un peu compétitive, avec environ entre 4 et 500 € de dépenses quand on met le codex avec, par exemple. Donc, c'est pas déconnant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à construire des listes. Si vous avez aimé les listes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions sur des choses que j'aurais pu oublier, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi aussi vos listes dans les commentaires. Je serais curieux de voir ce que vous avez construit, notamment autour du Ark of Omen. J'ai fait quelques tests, etc. Mais je ne suis pas encore allé complètement au fond des choses. Et je pense qu'il y a certainement quelques pépites qui auraient pu m'échapper. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le pouce bleu, la cloche, etc., etc. Vous avez l'habitude. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Merci, prenez soin de vous. Salut.